Ce mois-ci, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous emmène sur le territoire de Bandol, au plan du Castellet exactement, pour y découvrir le domaine Tempier, qui, à en croire Christian, est l'un des plus anciens domaines de ce territoire. Amis internautes, bonjour. Ce mois-ci, retour à Bandol. Alors on n'est pas n'importe où, aujourd'hui on est au domaine Tempier. Sur la commune du Plan du Castellet. Alors le domaine Tempier, c'est vraiment un des domaines un peu légendaires de l'appellation. Je vais même un petit peu plus loin parce que la famille Perrault, qui est propriétaire du domaine, ont vraiment fait partie, ont vraiment été les précurseurs de ce que peut-être les grands vins du Sud dans l'après-guerre. Donc on est vraiment sur un domaine historique, c'est la propriété qui est un peu le gardien de l'histoire du vin et de toute la richesse qu'on a dans les vins du Sud. Et on va rencontrer Daniel Ravier, qui est l'actuel régisseur du domaine, qui a eu la lourde tâche de reprendre le domaine, du moins au niveau de la gestion de la viticulture et des vins au début des années 2000. Et c'est quelqu'un qui perpétue la tradition du domaine, la philosophie du domaine, le respect du terroir. Donc on va aller à sa rencontre et puis il va nous parler un petit peu du domaine et de ses vins. Bonjour Daniel. Oui. Est-ce qu'en quelques mots tu peux nous présenter un petit peu le domaine Tempier? Oui, le domaine Tempier appartient à la famille Perrault depuis 1834, enfin la famille Tempier en fait. Et les propriétaires actuels sont la famille Perrault, dans la mesure où M. Perrault avait épousé Lucie née Tempier, que le domaine donc venait de son côté à elle, et on a gardé bien évidemment le nom de famille. Alors après, dans les années 60, François et Jean-Marie, les deux fils, ont rejoint leurs parents. Ils ont développé la notion de terroir qu'on reverra un petit peu après avec donc les cuvées, la Migua, la Tourtine et Cavassa. Ils ont continué à développer le domaine et puis dans les années 90, ils ont commencé à réfléchir au problème de succession avec leurs 5 sœurs. En 2000, ils étaient en mesure de pouvoir prendre leur retraite, donc modification des statuts pour pouvoir faire revenir 4 des sœurs qui étaient intéressées vraiment par ce qui se passe au domaine. Et puis une des sœurs par contre, elle souhaitait partir et disons être rémunérée en quelque sorte. Faire autre chose. Donc à ce moment-là, ils ont modifié les statuts effectivement pour que les sœurs puissent rentrer dans la société et probablement que c'était plus simple d'avoir quelqu'un qui ne soit pas de la famille pour s'occuper du domaine. Donc ils sont venus me chercher et depuis 2000 je dirige. Vous ne bousculez pas j'imagine pour venir au domaine, si quand même? Je sais pas parce qu'en fait moi ils sont venus me proposer ça et puis assez vite j'ai hésité longtemps parce que j'étais très impliqué où j'étais avant mais assez vite ça s'est fait donc je ne sais pas du tout s'il y a eu d'autres pistes explorées ou quoi que ce soit ou d'autres personnes qui étaient sollicitées pour ça. Ce que je sais c'est que assez vite on est tombé d'accord, que moi je suis très content qu'ils soient venus me chercher, que je me demande toujours pourquoi ils sont venus me chercher. Mais non, tu avais le bon profil. Oui, peut-être, mais je ne le savais pas forcément. Ouais. C'est une bonne école d'humilité. Ici, on apprend que voilà, on dépend du travail qui a été fait par les générations précédentes. Et puis, on sait de toute façon, je pense que tous les grands vignerons le savent, que 95% du travail est fait dans les vignes. Les 5% qui restent peuvent effectivement tout modifier, mais si on n'a pas les fondamentaux dans les vignes, c'est pas la peine. On va faire du vin, mais de la faire du grand vin. Ici, tout part de toute façon du cépage. Lucien Perrault l'a assez dit. Voilà, le cépage clé c'est le Mourvèdre, mais pas tout seul, le terroir. Il nous faut quelque chose avec, et bon, un terroir qui à mon avis à Bandol est très intéressant. Si on regarde la totalité des domaines de Bandol, à part 2 ou 3 irréductibles abrutis, je vais être gentil, la plupart des domaines ont réussi au moins 1 ou 2 millésimes, voire plus, de très intéressant. Donc pour moi c'est rassurant parce que ça veut dire que le niveau global de l'appellation Bandol il est très intéressant. Ouais. Et je trouve qu'en ce moment, assez haut, hein, voilà, s'il y a quelque chose dont je suis content c'est le niveau de la cuvée classique parce que là il y a vraiment à mon avis un très beau vin et là ça c'est effectivement peut-être un petit peu plus de précision à différents points, mais sincèrement sans avoir le sentiment d'avoir bousculé quoi que ce soit ou révolutionné quoi que ce soit, parce que d'abord c'est pas la peine, tant pis il n'y en a pas besoin, et puis... t'as un peu recentré les choses. Oui, cadrer des petites choses, mais je sais pas, non. Bon, en fait, je le dis pour toi. Non, mais c'est bien. On va passer à la cave. Hein, allez, on y va. Donc, alors le domaine maintenant, la surface, on en est où? Oui, donc nous on exploite
quarantaine d'hectares. C'est une petite augmentation, mais disons qu'on n'arrive pas très très loin peut-être de notre seuil de compétence, on va dire quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment, vu ce qu'on veut faire dans les vignes, le fait qu'on travaille en bio, qu'on essaie d'être assez précis, on n'est pas très très loin, à mon avis, de la limite de notre maîtrise, disons, par rapport à la surface. Et il y en a à peu près 5-6 hectares qui sont répartis ici autour du domaine, et puis après tout le reste est sur les coteaux alentours, donc avec essentiellement 2 gros lieux-dits qui comptent beaucoup pour nous, un la Migua qui est au Brosset-Vieux, et puis un deuxième la Tourtine, et un deuxième bloc la Tourtine et la Cabassao, qui sont sur le versant du sud de la colline du Castelet, à côté du village. Voilà. Donc, le domaine n'est pas trop morcelé? Si, ça fait un morcellement assez important qui complique beaucoup le travail pour nous, parce que la Migua, à vol d'oiseau, on est grosso modo à 1,5 km, mais malheureusement, il nous faut quasiment 25 minutes en tracteur pour y aller. Donc c'est complexe au niveau de l'organisation du travail, mais par contre l'intérêt des terroirs fait que de toute façon ça se justifie, c'est-à-dire que ces coins-là sont tellement intéressants pour nous que bon voilà, et puis le fait aussi qu'on ait une surface disons relativement conséquente maintenant à la Migua, qui dépasse les 11 ou 12 hectares, fait que de toute façon pour nous, bon, ben, voilà, on n'y monte pas pour rien. Quand on y va, on y va pas pour rien. Oui, la surface est quand même pas mal importante. Une 40, ça commence à faire. Une appellation comme Bandol, c'est bien. Voilà, oui, on est dans la moyenne haute. Il y a des domaines plus importants que nous, mais on est effectivement dans la moyenne haute, sachant qu'encore une fois, je pense qu'on n'est pas très très loin de la limite de ce qu'on peut exploiter, disons, avec notre savoir-faire. Ouais, d'accord. Et le pourcentage de rosé, de rouge et de blanc? Donc on fait très très peu de blanc, c'est anecdotique, c'est de l'ordre de peanuts. 2%, 2-3%. Ouais, 3 000 bouteilles. Moins de 3 000, enfin 3 000 à 4 000 bouteilles. Et puis le rosé est en progression quand même globalement si on regarde, mais ne dépasse pas le rouge. Et moi je ne veux absolument pas faire de rosé au détriment du rouge. Donc on maintient nos volumes de rouge, même on les a énormément augmentés là sur ce dernier millésime parce que c'était un beau millésime et qu'on avait la possibilité de le faire et puis parce que nous on le souhaitait. Par contre, si un jour on fait plus de rosé que de rouge, ça sera de toute façon, encore une fois, pas au détriment du rouge. On maintiendra à minima nos volumes de rouge actuels. Si possible, on en fera plus, j'espère bien. Après, si on peut faire un peu plus de rosé, parce qu'on a une demande qui est aussi très très forte sur ça là, pourquoi pas. Ouais, d'accord. Vous êtes à combien? 40% de rosé? On est à 40-45% de rosé suivant les millésimes. Alors que l'appellation est à 80? Voilà, l'appellation aussi entre 75 et 80% de rosé. Oui. Mais il y a une petite prise de conscience quand même, j'ai l'impression que les vignerons font une petite marche arrière qui est, je pense, salutaire. Ouais, si on pouvait à un moment rester au 50-50, ça serait pas mal. Ça serait pas Après, mal. il y a une demande très forte, il y a une grosse pression sur le rosé. Voilà, on est les seuls à le faire très bien et moi, je suis persuadé que les meilleurs rosés du monde, ils sont à Bandol, donc forcément je suis chauvin, mais ouais. Donc, du coup... je disais qu'ils étaient en Provence, tu vois, j'étais un peu plus généraliste, plus restrictif. Oui, certainement. Après, c'est vrai que... Mais par contre, dès que les gens sont un petit peu amateurs de vin, effectivement, pour eux, la connotation évidente du Bandol, c'est rouge. C'est rouge. De toute façon, je suis assez d'accord, je pense que ça va revenir, parce que la tendance, de toute façon, et la demande des clients, généralement, c'est des vins qui ont une vraie personnalité aujourd'hui, qui ont une vraie notion de terroir, qui ont une vraie identité. Bandol est tout à fait dans ce cadre-là. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça va revenir. 2011 2011, pour moi, un millésime vraiment très 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 intéressant. D'abord, il y a du jus, alors comme on n'était plus habitué depuis longtemps, ça fait du bien. Et puis surtout, belle maturité, belles conditions, et je trouve qu'il y a une bonne qualité, un bon compromis, disons, entre une qualité de fruits qui m'impressionne vraiment, une consistance des vins qui est quand même assez sympa, ouais. Et il y a pas mal de fraîcheur. Quoi. Donc, pour moi, potentiellement, c'est vraiment un très bon millésime. Ça te rappelle quelque chose? Non, je vais faire une mauvaise comparaison. J'aurais tendance à dire un mix entre 2006 et qui chez nous est vraiment très frais, très tendu, que moi j'aime beaucoup. Et peut-être 2009 pour le côté riche, le côté fruits, densité de fruits, sans le côté solaire de 2009. Ouais. Mais après, on s'aperçoit que... Il y a quand même pris deux extrêmes, quand même, globalement. Hein, parce que 2009, effectivement, on a des vins, on dit un peu solaires, qui sont mûrs et qui ont une belle gourmandise.
2006, je suis un peu plus modéré. Je trouve que 2006 a... si global. Non, je parle pas de Tempier, je parle sur l'appellation. Ouais, non, sur l'appellation, il y a beaucoup de vins qui ont une évolution un peu rapide. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je n'y retrouve pas ça. Par contre, effectivement, il y a un bel équilibre, une belle maturité, il y a une belle tension derrière. Il y a une jolie acidité, les tanins sont fins et présents. Là, il y a beaucoup de Mourvèdre, je crois. Il y a 85% de Mourvèdre dans ce qu'on vient de goûter, là, et complété avec du grenache unifié ensemble. Et je pense que c'est un compromis à peu près. On peut goûter un autre vin de la cuvée classique pour se faire une idée, mais c'est à peu près un compromis des structures. On a des Mourvèdre beaucoup plus puissants. J'ai des Cinsault grenache et des Syrah aussi Carignan qui sont un peu plus fluides mais extrêmement aromatiques. Donc quand on aura rassemblé tout ça, à mon avis, c'est potentiellement un très gros millésime. Peut-être en cuvée classique en tous les cas, parce que les autres, voilà, c'est bon. Mais en cuvée classique, il semblerait que quand on aura tout assemblé, ça va être vraiment très gourmand et pourtant très riche. Donc, ouais. Sur les 2011, c'est un peu ce qu'on commence à goûter, enfin moi sur le sud. On va goûter autre chose. Allez. Tortine 2011. Voilà, donc assemblage quasi définitif, on est à 85 de Mourvèdre, 10 grenache et 5 Cinsault. Okay. Donc c'est terroir sur le haut de la colline du Castelet, très ensoleillé, très venté, mais suffisamment profond pour avoir des bons Mourvèdre. Donc ça donne en général une expression du Mourvèdre assez sympa. Et le registre n'est pas le même. Hein. On a des notes beaucoup plus grillées, il y a plus de profondeur en fait. L'autre c'était vraiment le fruit qui dominait. Voilà, bon, après les vins ne sont pas finis, c'est 2011. Je veux dire. Une pointe de réduction aussi liée à l'élevage. Hein. C'est des vins qu'on ne va pas trop bouger au cours de la... Ça va rester combien de temps au fond? En général, on fait à peu près 20 mois. Donc, dès qu'on a fini les vinifications, les vins descendent en foudre. Les malots sont faits en foudre. On soutire ou pas fin de malot, ça dépend un petit peu de la clarification des vins après surage, comment ça se dépose. Et au cours de ces 20 mois, on va soutirer en général 3 fois, y compris le soutirage de fin d'assemblage, disons avant la mise en bouteille. Et donc on devrait commencer, par exemple, on aurait commencé les mises en bouteille des rouges 2010, je pense courant mai, début juin, logiquement. Donc là, la tortine 2010, donc on retrouve le jumeau de tout à l'heure. Et dans l'esprit de ce qu'on a goûté tout à l'heure, vraiment une différence entre les deux, même si les vins ne sont pas terminés. Mais oui, c'est plus droit, ça. Voilà. On va plus à l'essentiel. Ce qui a conduit les Perrot à faire ces cuvées de terroir, c'est vraiment le fait de constater des différences énormes. Encore une fois, on applique les mêmes principes de vinification, les mêmes principes d'élevage. Il n'y a pas de recherche particulière par rapport à l'élevage en bois. Bien évidemment, on va jongler en fonction des volumes, en fonction de la vitesse à laquelle avance le vin entre des fibres peut-être un peu plus petits et puis des fois un peu plus volumineux. Et c'est clair que l'idée, c'est vraiment d'exprimer ce que sont ces terroirs-là, dans notre style particulier peut-être de Tempier, mais c'est vraiment d'exprimer les terroirs. Donc on est content de constater quelque part qu'ils sont vachement différents. Quoi. Ah, c'est pas du tout la même chose, rien à voir. Il y a vraiment de l'envergure à la mi-voix. La tortine, c'est plus sur la finesse, c'est plus sur la délicatesse. Le registre aromatique n'est pas du tout le même. On a du fruit, des notes réglissées, etc. Là, je trouve qu'on est plus sur le côté un peu garrigue, sur les épices, sur un côté un peu bois précieux. Le style de vin différent. Ouais. Et les potentiels de garde identiques, hein, quand même. À peu près. Ouais, à peu près identiques. Souvent, les gens pensent que parce qu'il y a une structure, il y a une présence plus importante dans la tortine va mieux vieillir, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est des vins qui font que se croiser dans leur évolution. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on préfère la tortine, après ça va s'inverser, la migua va prendre le dessus, puis de nouveau ça va être la tortine. Il n'y a pas de règle quant au vieillissement. Je ne sais pas dire, franchement je ne sais pas dire. Il y a des années où effectivement de toute façon, parce qu'on a peut-être été moins performant, parce que le millésime correspond un peu mieux à un terroir qu'à un autre, on a des différences et on a une préférence qui est sur une cuvée. Et si on fait goûter objectivement les gens vont dire oui, non, c'est meilleur. Et après, même sur ces millésimes-là, ça m'est déjà arrivé, à un moment ou à un autre, l'autre cuvée prend le dessus. C'est ça qui est assez remarquable. Et je me souviens même d'une fois sur un millésime où
moi j'ai constaté le changement ici, après 4, 5 ans, 6 ans d'élevage, de bouteilles, et je me suis dit, tiens, c'est bon, là on a inversé, alors qu'on préférait toujours l'autre, là il y a quand même plus de complexité, c'est plus expressif là. Et je suis allé en Écosse faire une dégustation, et puis coup de bol, il fait déguster exactement les mêmes vins que j'avais pu déguster la semaine d'avant. Et là, comme les vins évoluent moins vite chez eux, ça restait dans ce qu'on avait toujours connu nous ici au domaine. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté, je me rappelle, on avait eu une discussion ensemble il y a longtemps de ça, sur le côté un petit peu cyclique des vins de Bandol, ce côté, à un moment on se dit, oulala, le vin là, il est en train de partir, il est en train de s'épuiser, puis bon, comme on n'y pense pas, on oublie, puis après on regoute et on dit, ah bah non, pas du tout, c'est vachement intéressant. Tu goûtes jamais un Bandol rouge qui est fini en fait. Ouais. Il a toujours quelque chose à raconter à un moment. Quelque chose. Dans le 84 c'était comme ça, moi j'ai goûté pas mal de trucs cet hiver qui étaient un peu dans cet esprit, avec des millésimes un peu exotiques et des domaines un peu exotiques, des fois où on n'était pas habitué à les garder, et tu as toujours des bonnes surprises. Moi je me souviens de très vieilles discussions, parce que ça commence à dater un peu, mais avec Lucien ici, qui de toute façon d'expliquer que la particularité de Mourvèdre, c'est de jamais mourir en fait. C'est que sur des cabernets, les tanins tu les perds, sur les Mourvèdres tu les perds jamais. Donc fatalement, à un moment, sauf accident radical, mais tu ouvres une bouteille de Bandol, il n'y a jamais de mauvaise surprise en fait. Voilà, ce qui est tout assez... Oui, tu as raison, mais par contre, ce qui est assez remarquable aussi avec le Mourvèdre, moi qui me fascine énormément dans l'appellation, c'est le fait que, d'accord, aujourd'hui, les millésimes qu'on a ces dernières années, avec le réchauffement climatique, il y a une rondeur pour enrober les tanins. N'empêche que la trame tannique du Mourvèdre, c'est d'avoir des angles un petit peu agressifs. Ouais. Donc, dès qu'il n'y a pas d'enrobage autour, on les sent. Et je trouve que dans le temps, dans le vieillissement, par contre, il gagne beaucoup en élégance. C'est-à-dire que le tanin va rester, mais les angles sont polissés un petit peu, c'est beaucoup plus abordable. Sur les 82, tu as un velours là-dedans. La charpente, elle n'a pas bougé, elle est toujours là. Mais il y a un velours là-dedans qui est exceptionnel. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Donc là, on vient de goûter 2009 sur les 3 cuvées, enfin les 4 cuvées, non, toutes les cuvées du domaine en fait. Beaucoup de plaisir. C'est dans l'esprit de ce qu'on a goûté à chaque fois, c'est-à-dire 2009 et 2010 qu'on a précédemment goûté avec la spécificité de chaque cuvée. Ouais, je confirme, 2009 c'est très bon. Puis on retrouve vraiment la pâte, non c'est bon, franchement, ouais. Mais on retrouve la pâte du terroir systématiquement dans tous les vins. Alors Cabassa peut-être va demander beaucoup plus de garde quand même. Oui, a priori, c'est de toute façon un vin que j'ai tendance à qualifier moi d'un peu plus pointu, c'est-à-dire que autant on parlait de la longévité des vins, autant la Nigo à la Tourtine c'est bon, jeune, même s'il vaut mieux attendre un peu de complexité, donc quand même plusieurs années, mais on peut se faire plaisir, et puis après ça vieillit très bien. J'ai un peu l'impression que Cabassa, lui, il faut attendre vraiment, 10 ans c'est souvent un minimum, un petit minimum, et qu'après quand on arrive à l'attraper au bon moment, ça peut être extraordinaire. Et puis après, pareil, il a tendance peut-être à passer ce cap plus rapidement. Et c'est plus un vin pointu, on va dire. Il y a un moment où il faut l'avoir et il faut... C'est pas très aimable au départ, ouais. Franchement. Ouais. Là, c'est une petite parcelle, c'est 95% de Mourvèdre, c'est une petite parcelle, donc on réduit la complexité. Et pour regagner de la complexité sur des terroirs comme ça, il faut du temps. Et voilà. Après, effectivement, là... c'est vraiment l'investissement du temps sur Cabassa. Et Tourtine Migois, chacun va se livrer à différents moments. Il y a une vraie personnalité entre les deux, tout en gardant quand même l'image du domaine. Et moi j'aime beaucoup, tu vois pas la cuvée classique en fait. Il y a du plaisir en fait, il y a l'idée, il y a la philosophie du domaine, il y a beaucoup de plaisir, il y a de la structure. C'est des vins qu'on peut garder, pas de souci. C'est des vins qu'on peut boire. Voilà, c'est vin à tout faire. mais par contre, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est le vin que j'aime bien faire aussi. Ouais. Et que j'aime bien boire. Donc, tant qu'on en reste là, ça va. C'est toi qui me disais il y a quelques années, on peut déguster les vins, on peut en parler, on peut philosopher dessus, mais à la fin du repas, on voit les bouteilles qui sont vides. Alors là, c'est un peu ça. C'est le test. Ouais, c'est ce qui m'a fasciné, moi aussi, quand je suis arrivé à Tempier, c'est que quand on a fini le verre, on en reboirait bien un autre. Et ça, c'est très fort. C'est important. Oui, voilà. Le vin, ça doit finir sur une table et puis voilà, et la buvabilité, la digestibilité de ces vins-là,
fait que sur un plat, ça passe et qu'on est content, on se fait plaisir. Alors par contre, le souci, c'est qu'ici, vous avez des problèmes de riches, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de main à vendre. Voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, on a une demande qui est largement supérieure à ce qu'on est capable de produire. Et donc on a malheureusement un petit peu trop le non-choix, disons, de proposer aux gens. Donc on ne fait que refuser de servir des gens, parce que les gens ont parfois du mal à comprendre. Alors c'est pas tu comprends pas, c'est que t'es frustré en fait. Voilà, il y a une frustration. Mais bon, il y a quelques clients qui comprennent, il y en a qui se vexent un peu parce que ça paraît un peu anormal, mais c'est pas un choix de notre part. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une fidélité à nos clients, nos anciens clients, ceux qui nous ont toujours suivis, et puis après, bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui veulent plus du vin. À ce moment-là, on essaie de faire rentrer des nouveaux, mais malheureusement, la petite production qu'on a fait que, petite, relativement à la demande, fait qu'on a effectivement des problèmes de riches. Puis bon, il faut aussi dire que le domaine a exporté de longue date, en quantité quand même non négligeable, donc on a une aura aussi internationale qui est assez forte. Ah oui, donc une demande assez forte aussi, pas forcément. Voilà, ces gens-là, ils nous ont été fidèles à des moments où on n'était peut-être pas en odeur de sainteté dans certaines publications, dans certains milieux, disons, en France. Donc moi, je leur suis redevable et je leur suis fidèle aussi. Tu parles des États-Unis en fait? Pas seulement, même l'Angleterre aussi, les Pays-Bas, c'est des marchés qui sont restés très très forts pour nous. Le Japon, c'est vraiment des marchés qui nous sont restés fidèles. Alors que donc par conséquent, la moindre des choses, c'est de leur être fidèle en retour. Donc bien sûr, je ne veux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Ils pensent que c'est un choix économique. C'est pas un choix économique, c'est un choix de fidélité. Personne n'a fait le choix économique de ne pas vendre du vin. Voilà, après, on peut augmenter les prix, mais c'est pas une technique qui me plaît beaucoup non plus. On est déjà assez cher, je pense. Un des illustres collègues me le disait l'autre jour, il me dit pour essayer de moins vendre, on a essayé d'un peu augmenter les prix. Alors je lui ai demandé si ça marchait, il m'a confirmé que non, ça ne marche pas du tout, parce que il y a un seuil d'acceptabilité. Moi, j'ai pas envie de titiller ce seuil-là. Je sais que pour l'instant, compte tenu de ce qu'on me dit, je sais qu'on est largement en dessous de ce seuil, mais j'ai pas envie de titiller. Je pense que les vins, le bon rapport, c'est quand les gens peuvent se faire plaisir quand même et s'acheter nos vins, et que nous, on gagne assez d'argent pour pérenniser le domaine. Donc, quand on a ce ratio-là, que tout le monde est content, ça me va bien. Si c'est pour faire une cash machine, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas la philosophie à long terme. Oui, on s'inscrit dans quelque chose qui a un passé et on va essayer de perpétuer ça. Donc, faut pas que ça devienne un produit élitiste voilà. Par le prix, quoi. Ça serait totalement normatif. Voilà. Donc en fait, on peut venir entrer au domaine, on peut venir un peu déguster, et puis après on s'inscrit sur la longue liste d'attente. Voilà, c'est un peu ça. On essaie de garder un peu de rosé, de cuvée classique quand même. Donc là-dessus, j'essaie de garder un peu de disponibilité. C'est sûr que une semaine après la mise en bouteille, je pourrais avoir fini, mais bon, c'est pas raisonnable non plus. Mais par contre, après, c'est vrai que surtout le reste des blancs, les cuvées, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Bon, Daniel, je te remercie pour ce bon moment. Merci. C'était un grand plaisir. Merci, comme toujours. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Nous vous permettrons de suivre les résultats des élections présidentielles en direct sur notre blog. Si vous voulez nous aider, faites-le savoir autour de vous. Merci, au revoir. Thank you.